À la base, je cherchais une aide psychologique à la perte de poids. Donc, quelqu'un qui pouvait justement me guider, qui pouvait m'écouter sur les difficultés que je ressentais déjà à la vue que je reprenais graduellement du poids, ce qui me faisait assez peur. Là, j'ai des problèmes rénals. Alors, ça m'intéresse de savoir ce qui va se passer. Si je loue un bateau à voile et que je vais naviguer, est-ce que je peux assumer la responsabilité en étant cardiaque? C'est une question que je me suis posée. Est-ce que vos enfants vous regardent quand vous mangez? Alors ça, c'était une phrase qui m'a frappée parce que j'avais jamais réfléchi que lorsque je grignotais, ou même si c'était un petit biscuit ou 2 carrés de chocolat, que mon enfant ou mes enfants pouvaient me regarder. Alors, quand il m'a dit ça, là, ça m'a choquée. Ces patients ne sont pas des patients comme les autres. Si leurs pathologies sont loin d'être uniques, la manière dont ils les vivent est différente. Tous ont reçu une éducation thérapeutique, c'est-à-dire une formation spécifique pour devenir co-responsables de leur traitement. Qu'est-ce que l'éducation thérapeutique? Quels sont ses enjeux et ses perspectives? Ces questions sont au cœur du magazine Pulsation ce mois-ci. Les Hugues sont pionniers dans le domaine de l'éducation thérapeutique et considérés comme un centre de référence de l'OMS. D'abord introduite pour les patients diabétiques au début des années 80, elle s'applique aujourd'hui à 35 pathologies chroniques. C'est le tissage entre l'apprentissage et l'accompagnement. Apprentissage, c'est la pédagogie, c'est comment apprendre, connaître la maladie et le traitement. Et puis l'accompagnement, c'est effectivement suivre un patient dans son vécu, dans ses difficultés, dans sa problématique, et s'accorder avec lui, ça veut dire aussi s'accorder avec son entourage, s'accorder avec ses capacités et son environnement. Actuellement en Suisse, 80% des patients souffrent de maladies chroniques. L'éducation thérapeutique ne s'adresse pas uniquement aux patients concernés, elle touche également le personnel soignant qui découvre ainsi une autre facette des soins. Une approche nouvelle pour une pratique différente des professions médicales. Dans la stratégie S6 de l'hôpital, dans le plan quinquennal de développement, l'éducation thérapeutique est un élément important. Et pas en tant que spécificité uniquement d'unité, mais aussi dans un partage autour des compétences des différentes unités. Et à ce titre-là, le service d'enseignement thérapeutique du professeur Gollet est une des plateformes d'aide des autres services qui peuvent devoir demander de l'aide de notre côté pour pouvoir aller un peu plus loin dans la problématique des patients, si nécessaire. Cette année, à Zinal, en Valais, le service d'enseignement thérapeutique pour maladies chroniques des Hugues organise son 50e séminaire international. 14 professions de santé sont représentées à ces séminaires de formation réservés aux soignants. Ces séminaires sont souvent tournés dans l'expérimentation, l'expérientiel. Et c'est une expérimentation qui est intéressante pour comprendre ces processus de reprendre le pouvoir sur sa maladie, le contrôle, se renforcer après une maladie, plutôt que de se faire abattre par une maladie chronique. Alors l'exercice de ce matin, c'était de pouvoir permettre aux soignants de ressentir, l'éprouver, les sentiments que pouvait vivre un patient quand il recevait un diagnostic de maladie chronique. Donc l'idée, c'était à travers la métaphore et le processus créatif de leur faire vivre ce moment de rupture, de crise, et puis à travers l'œuvre, on venait rajouter un élément et ensuite de voir comment ils allaient continuer avec cet élément. Donc les enjeux, c'est de venir, d'être touchés dans leur identité, puisque l'objectif, c'était de créer des œuvres qui représentaient la personne ou une facette de la personne. J'ai très très mal vécu. J'ai très mal vécu quand je suis arrivée, que j'ai vu ces 3 cailloux. J'ai senti ça comme une intrusion. J'étais allée à la rencontre de moi-même plus en profondeur, et comment est-ce que quelqu'un s'est permis de mettre quelque chose là sur cette intimité à moi-même. Donc je l'ai mal vécu. Et puis je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse avec. Donc j'ai pris un temps pour accueillir. Retour aux Hugues. Comme le diabète ou l'obésité, l'insuffisance rénale est l'une des pathologies les plus concernées par l'éducation thérapeutique. Les patients qui sont atteints d'insuffisance rénale sont atteints d'une maladie chronique, donc qui va durer extrêmement longtemps, jusqu'à la fin de leur vie. Et heureusement, on peut vivre très longtemps
avec cette maladie, mais jusqu'à la fin de leur vie, ils vont être des acteurs de leur maladie pour pouvoir la prendre en charge le mieux possible. Donc ils ont besoin d'un maximum d'informations et de compréhension de ce qui leur arrive pour avoir une discussion éclairée avec leur médecin et ainsi faire le meilleur choix pour eux-mêmes et ce qui est le plus acceptable possible pour eux. Cette séance, elle est très intéressante parce qu'elle nous apporte des explications très claires sur cette maladie. Alors ça veut dire des explications, les causes, etc., on ne sait pas trop, ça c'est autre chose. Mais comment y faire face, dans tous les domaines, comment y faire face. Ce qui m'a frappé le plus, c'est surtout le fait de savoir qu'il existe plusieurs solutions pour contrer cette maladie. Connaître le mal qui vous habite peut faire peur. Parfois, ne pas savoir peut être rassurant. L'éducation thérapeutique donne du pouvoir au patient qui devient alors thérapeute à son tour et peut prendre des décisions en rapport avec sa pathologie. Pour qu'un patient change de comportement, il faut lui laisser faire son chemin tout seul. Il nous arrive à des patients, ils ne veulent pas, ils disent « mais moi, je vous ai entendu, mais moi je ne veux pas de tout ça, je préfère mourir ». Il faut l'entendre. C'est bien quand même de ne pas laisser tomber ces patients-là. Au contraire, c'est ceux-là qu'il faut le mieux possible ne pas perdre. Et leur évolution se fera à leur... c'est eux qui vont mettre le rythme. Il ne faut pas faire à la place d'eux, ni les obliger à quoi que ce soit. Il faut qu'ils se sentent libres. Et le patient, il va évoluer s'il se sent libre et s'il comprend ce qu'il fait. Une récente étude montre que les cas d'amputation et de cécité, principales complications des patients diabétiques, peuvent chuter de plus de 80%. Un chiffre considérable qui montre à quel point un patient qui comprend et adhère à son traitement se soigne mieux. Pour les enfants et les adolescents diabétiques, comme pour les adultes, l'éducation thérapeutique joue aussi un rôle déterminant. La particularité de l'éducation thérapeutique chez les enfants et les adolescents diabétiques est vraiment la prise en charge d'une famille, pas seulement de l'enfant ou de l'adolescent, mais vraiment de tout un ensemble de personnes. Il y a les proches, mais aussi les personnes qui entourent l'enfant dans leur vie quotidienne. Par exemple, à l'école, les enseignantes, si l'enfant il fait une activité physique ou un sport particulier, on va aussi devoir prendre en compte les personnes qui l'entourent lors de cette activité. Et il y a aussi parfois, si c'est un petit qui est gardé par une nounou, on va devoir aussi prendre en compte cette personne. En fait, c'est une constante évolution parce que pour nous, dans la maladie chronique, l'enseignement thérapeutique, c'est pas juste apprendre quelque chose, c'est plus un accompagnement. C'est-à-dire, c'est un accompagnement dans différentes périodes de la vie. Et il y a beaucoup de moments qu'on doit sortir un peu du cadre hospitalier parce qu'il y a des partages de moments de vie où il y a là les vraies difficultés. Et on doit beaucoup travailler sur l'erreur, pas comme erreur, sinon comme moyen pour apprendre. Et puis finalement, c'est vrai que comme nous, on travaille en transversalité, autant en pédiatrie que chez les adultes, il y a un suivi qui se fait au long cours. Autre territoire de prédilection pour l'éducation thérapeutique, les troubles cardiovasculaires. Certains patients ont envie, après un infarctus du myocarde, de rapidement oublier ce qui leur est arrivé. Et nous, notre rôle, c'est aussi de leur rappeler justement que la maladie reste là et que bien qu'ils puissent reprendre une vie normale, parfois même les patients se sentent mieux après un événement cardiovasculaire dont ils ont eu peu de séquelles parce que justement ils changent de mode de vie grâce à ce qu'on a essayé de leur inculquer pendant cette période de réadaptation. Mais c'est vrai qu'ils doivent comprendre que la maladie est toujours là, qu'il s'agit d'une maladie chronique et qu'il va falloir vraiment changer de mode de vie pour éviter qu'elle récidive. Les progrès spectaculaires de la médecine ces dernières années ont surtout porté sur la recherche, les soins et les équipements. Pour les patients, ces avancées ont considérablement changé la vie à l'hôpital, mais la relation patient-soignant ne doit pas pâtir de l'excellence du matériel et des techniques nouvelles. L'échange et la relation humaine restent la pierre angulaire de la prise en charge. Ils sont rentrés à la maison après une phase hospitalière et ils ont besoin de reconstruire une vie autour de cette histoire de maladie vasculaire qui leur arrive et dont ils ne comprennent pas toujours les tenants et les aboutissants. Et là, l'éducation thérapeutique en cardiologie vise à la fois à les rassurer,
Alors permettre de retrouver une activité dans la vie quotidienne, mais aussi de pouvoir faire de l'activité physique et gérer des facteurs de risque qu'ils n'avaient peut-être pas envisagés jusque-là. Et tout ceci se fait sur une articulation qui est des moments individuels avec les soignants en salle de gymnase, finalement en physiothérapie, où le lien avec le physiothérapeute est important. C'est probablement le moteur, le carburant de l'éducation thérapeutique, la confiance qui s'établit, la sécurité, la capacité d'échanger avec ces personnes sont vraiment un élément extrêmement important. Ce lien, il a lieu aussi avec les autres patients qui sont dans le service, c'est-à-dire les autres patients qui ont eu un infarctus et qui font aussi de la réadaptation, qui apprennent des choses et qui vont diffuser leur savoir avec les autres patients. Puis il y a un deuxième volet qui est le moment où il y a une information qui a lieu, médicale, mais aussi diététique, mais aussi psychologique au cours des tables rondes qui ont lieu et que vous allez pouvoir suivre aussi avec les patients. Pas question, bien sûr, de transformer le patient en médecin, mais sa nouvelle connaissance de sa maladie doit l'aider, sans l'inciter, à dépasser ses propres limites. Pour moi, c'est aussi essentiel que le fait d'avoir été à l'hôpital. Ça me dirige dans une direction au niveau de l'énergie, au niveau de la compréhension de ma nouvelle pathologie. Donc il y a toute une prise de conscience, une acceptation. C'est pas évident. Si j'avais été tout seul pour digérer tout cela, je ne sais pas si je l'aurais fait avec autant d'intelligence. L'évolution de certaines pathologies dépend fortement du mode de vie de chacun. Le traitement de l'obésité et de ses conséquences repose notamment sur la capacité des patients à adopter de nouvelles habitudes en matière d'alimentation et d'hygiène de vie, et surtout à les conserver. Sans adhésion, aucune amélioration significative et durable. Pour ce type de pathologie encore, l'éducation thérapeutique est irremplaçable. Nos programmes d'obésité sont relativement complexes parce que le patient vient en individuel, mais on utilise aussi l'effet de groupe. Il peut venir dans des journées hospitalières, des hôpitaux de jour, et suivre un programme en consultation individuelle. Ces programmes sont multidisciplinaires parce que nous travaillons non seulement avec le vécu du patient et tous les comportements alimentaires sur le plan psychologique, mais de l'autre côté, on essaie de lui apprendre quelques notions en nutrition, comment il peut changer son comportement par rapport à l'activité physique. Et dans le vécu aussi, on utilise l'art-thérapie qui permet d'aider le patient à s'exprimer d'une autre manière qu'en parlant. Ce qui est le plus important pour nous, c'est de construire un programme qui ne soit pas trop cher sur le plan psychologique pour le patient, qui puisse faire des changements progressifs et qui puisse les faire à long terme et qui perdurent dans le temps, puisque c'est une maladie chronique. Les baisses de motivation qui étaient temporaires, je pense que c'est la difficulté auquel j'ai été confronté. Mais le fait de voir le professeur Gollet de façon régulière au début m'ont permis justement de refixer mes objectifs à chaque fois et puis de m'encourager. Puis je recevais aussi beaucoup de valorisation de la part du professeur Gollet, donc ça m'aidait à justement poursuivre les efforts. On est toujours encadré, on est toujours coaché et il nous explique. C'est pour ça que c'est intéressant. Il explique que c'est une façon de penser. Il ne nous dit pas, tiens, voilà une feuille, tu manges 300 grammes de tomates dans la semaine, tu as droit à 100 grammes de jambon. Surtout si tu dépasses, c'est fichu. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, mais pourquoi vous avez mangé ça et à quel moment? Est-ce que vous avez réfléchi pourquoi vous l'avez fait? Est-ce que vous pensez qu'une prochaine fois, vous pourriez faire autre chose pour éviter qu'émotionnellement, vous mangiez, je sais pas, aller courir, se dire, d'accord, j'ai reçu un mauvais coup, là, il faut que je gère le stress, mais je sais maintenant comment le gérer, je n'ai pas besoin d'aller manger. C'est une éducation. C'est l'éducation. Il n'y a rien à faire. C'est plus profond qu'un enseignement, hein. C'est riche. Ça développe, ça fait réfléchir, vous regardez autrement. Et puis, voilà. La dernière minute de cette émission Pulsation TV maintenant avec le nouveau magazine des Hugues Pulsation, nouveau look et nouvelle maquette, disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Les Hugues, ce sont aussi un site internet et des pages pour Facebook et Twitter, et une chaîne dédiée sur YouTube et Dailymotion.